Durant tout le printemps et l'été 1919, les rues de New York vivent au rythme des parades militaires et des défilés de soldats, tout juste de retour des champs de bataille européens. Semaine après semaine, les foules se massent le long des rues pour acclamer les régiments qui se succèdent sur la 5e avenue, sous l'arc de triomphe de la 23e rue, devant l'imposant mémorial de la 42e rue et jusqu'à Madison Avenue, non loin de Central Park. Les premiers à être ovationnés sont les hommes du 369e régiment, une unité exclusivement composée de soldats noirs à qui la France a remis la plus haute distinction, la Croix de guerre. Ils ont été surnommés les Harlem Hellfighters en raison de leur légendaire bravoure au combat. There had been a war fought and won, and the great city of the conquering people was crossed with triumphal arches and vivid with thrown flowers of white, red, and rose. All through the long spring days, the returning soldiers marched up the chief highway, while merchants and clerks left their bickerings, and crowding to the windows, turned their white-bunched faces gravely upon the passing battalions. F. Scott Fitzgerald. Pour la plupart des New-Yorkais, l'avenir semble radieux ce printemps-là. Au début de l'année, Hall Smith, le héros du mouvement de réforme ouvrière, devient le premier gouverneur américain d'origine irlandaise. Un triomphe stupéfiant pour ce fils de l'immigration new-yorkaise. La même année, le 19e amendement entre en vigueur. Après plusieurs décennies de lutte acharnée, les femmes américaines ont enfin obtenu le droit de vote. Après presque 300 ans d'attente, les Noirs, qui constituent le plus ancien groupe ethnique après les Hollandais, ont finalement réussi à créer leur propre quartier au cœur de la turbulente cité commerçante. Tout est possible, écrira à sa fiancée Zelda un jeune natif du Minnesota de 23 ans, Scott Fitzgerald, lorsqu'il arrive à New York en février 1919. Je suis au pays de l'ambition et du succès. C'était l'aube d'un siècle nouveau, avec l'espoir que ce siècle serait celui de l'Amérique. L'Europe n'avait pas cru à cette destinée de l'Amérique jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais nous étions soudain devenus une grande puissance qui s'annonçait comme la puissance suprême du XXe siècle. Donc ça a entraîné une transformation psychologique chez nous. Même si personne ne le sait encore, c'est au printemps 1919 que le rideau va se lever sur la période la plus spectaculaire et pour finir la plus dramatique que la ville ait connue en 3 siècles d'existence. 130 ans d'expansion commerciale ininterrompue s'apprêtent en effet à atteindre leur apogée. Dans la décennie à venir, alors que toute l'Amérique se libère du poids du passé pour s'élancer vers un futur apparemment sans limite, New York va devenir l'une des métropoles mondiales les plus novatrices sur le plan commercial et culturel, tout en s'abandonnant, comme jamais auparavant ni depuis, aux rêves enivrants du capitalisme. Un nouveau type de culture, la culture de masse, et un nouveau type de ville, la ville du désir et du rêve, vont voir le jour sur la petite île de Manhattan. New York va ainsi connaître une frénésie spéculative sans précédent et atteindre des sommets avant de toucher le fond. It is a European city no longer. It is American. It is itself. Imperial New York. Plenty of time yet. Men and machines. We are all so young yet. Wait and see. Wait and see what New York will do. Sherwood Anderson.
Ce qui a vraiment frappé les anciens combattants à peine descendus des bateaux, c'est la prohibition. Ça les embêtait de revenir dans un monde sans bière. Ils ne revenaient pas non plus dans une période de prospérité économique. On oublie souvent qu'il y a eu une récession après-guerre. Donc, pendant quelques années, il n'y a eu ni bière ni boulot. Mais par la suite, le boom économique est arrivé, le grand boom des années 20, qui s'est organisé autour de la production et de la consommation de masse. Les années 20 sont souvent qualifiées de deuxième révolution industrielle. Il y a eu une transformation fondamentale de l'économie américaine qui s'est tournée vers la production de biens de consommation. Pensez à l'automobile, au téléphone, à l'aspirateur, à la machine à laver, à l'électroménager, qui sont alors devenus pour la première fois accessibles au plus grand nombre. Et l'une des composantes principales de ce capitalisme marchand consiste à s'assurer que ces biens pourront être commercialisés, qu'on pourra en faire la publicité. Et de ce point de vue, New York est devenu un acteur de premier plan, car c'est là que se créait tout ce qui touchait à l'image et à la publicité. C'était le centre des nouveaux mass-médias. Donc cette deuxième révolution industrielle a vraiment été commercialisée, promue et vendue grâce à ce qui se passait à New York. Formerly, the task was to supply things that men wanted. The new necessity is to make men want the things which machinery must turn out if civilization is not to perish. The problem before us is not how to produce the goods, but how to produce the customers. Samuel Strauss. Durant près de 300 ans, le marché new-yorkais n'a cessé de croître régulièrement, son influence grandissant à chaque nouvelle avancée dans le domaine des transports et de la technologie. Il faudra moins de 10 ans pour que cette influence s'étende à l'infini, grâce au pouvoir des nouveaux mass-médias qui se concentrent à Manhattan, et surtout grâce à une remarquable invention qui, en 1922, se déploie invisible depuis le sommet de plusieurs gratte-ciel du centre-ville. La première réclame diffusée à la radio est une publicité pour des appartements à Jackson Heights. On y chantait les louanges du Queens, qui n'était pas très loin du centre-ville, tout en bénéficiant d'une ambiance bucolique et rurale. Et il y a eu un véritable raz-de-marée de demandes pour ces appartements. Ça a fait le tour de New York. À la suite de ce spot de 10 minutes, ils ont vendu pour près de 150 000 $ d'appartements. C'était les débuts du réseau de radiodiffusion américain. L'idée, c'était que les émissions soient financées, voire créées par les annonceurs eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils achetaient? Une audience captive. Bien que personne n'en ait encore conscience, la culture américaine moderne vient de naître. Sell them their dreams. Sell them what they longed for and hoped for and almost despaired of having. Sell them this hope, and you won't have to worry about selling them goods. Helen Landon Cass. Cette révolution commerciale et le sentiment exaltant que les anciennes règles marchandes et artistiques n'ont plus cours va donner naissance à la culture démocratique la plus étourdissante et la plus férocement mercantile que le monde ait jamais connue. Dans la décennie à venir, alors que les forces de la première culture médiatique de l'histoire commencent à désagréger les anciens modes de vie, un gigantesque gouffre va s'ouvrir au sein de la ville entre passé et avenir. Et rétrospectivement, les Américains n'auront de cesse de démêler ce qui a été gagné de ce qui a été perdu.
C'est dans les années 20 que New York est devenue familière à beaucoup de gens. Si on a appelé cette période-là les années folles, c'est aussi par rapport à cette explosion de l'image, par rapport aux nouveaux médias comme le cinéma et la radio. En d'autres termes, ce qui était fou dans les années 20, c'était l'amplification, l'intensification considérable du rôle de l'image et de tout ce qui touchait à sa commercialisation, notamment par les nouveaux mass-médias. New York, c'est l'endroit où se créent les divertissements, les images et les chansons que le reste du pays va bientôt fredonner. Même si elles se rapportent à d'autres lieux, elles sont écrites ici. C'est l'usine du divertissement populaire. C'est Hollywood avant l'heure. C'est la ville où se fabrique toute l'imagerie, tous les symboles nationaux. Ce qui commence à envahir les rues, c'est le jazz. Une grande nouveauté qui fleurit partout. Le jazz n'est pas à l'origine un phénomène new-yorkais, mais dans les années 20, les musiciens noirs ont déferlé à Harlem. C'est la musique la plus fascinante, la plus enivrante que le pays ait jamais produite. Quand un Européen comme Ravel est venu ici, où est-ce qu'il a demandé à George Gershwin de l'emmener? À Harlem. Ce que celui-ci a fait. Et Ravel a été totalement sidéré par cette musique. Les compositeurs européens venaient ici et déclaraient à la presse du monde entier « C'est la musique la plus grisante qui se fait à l'heure actuelle ». En 1924, écrivains, poètes, artistes et musiciens noirs affluent de tout le pays pour s'installer dans cette ville à l'intérieur de la ville. Ils sont attirés par la présence des médias, par l'explosion des offres d'emploi dans l'industrie du divertissement et par l'irrésistible attrait de Harlem. Les Afro-Américains n'avaient jamais eu leur propre quartier à New York. Il y avait bien quelques enclaves noires, mais qui s'étendaient sur quelques pâtés de maisons. Par conséquent, elles étaient facilement déplaçables. Il y avait une enclave noire au sud de Manhattan, une autre à Greenwich Village. Mais la communauté italienne les a chassés à San Juan Hill et dans le Tenderloin. Le métro qui monte jusqu'à Harlem leur a ouvert un nouvel horizon, une porte de sortie. Et même s'il y a eu d'énormes résistances, les Noirs ont réussi à s'installer sur ce nouveau territoire. On estime que quelques 200 000 Afro-Américains ont afflué vers Harlem entre 1917 et 1925. Et très vite, Harlem est devenu pour tous les Noirs le creuset d'une nouvelle négritude, un nouveau départ. Cette éruption de la culture noire va donner naissance à une extraordinaire génération de compositeurs et de paroliers. Richard Rodgers, Jerome Kern, Oscar Hammerstein, Cole Porter, George et Ira Gershwin vont ainsi achever de forger une musique totalement nouvelle, dédiée non pas à la pureté d'un style en particulier, mais aux fabuleuses possibilités qu'offre le mélange des genres. New York is a meeting place, a rendezvous of the nations. I'd like to catch the rhythm of these interfusing peoples, to show them clashing and blending. I'd like to write of the melting pot, of New York City itself, with its blend of native and immigrant strains. Its many kinds of music, black and white, Eastern and Western. George Gershwin.